Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Préhistorique, le podcast de Préhistory Travel. C'est TMDJC derrière le micro qui est accompagné de la fine équipe de Préhistory Travel, à savoir Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Il faut que je te dise un truc qui est totalement hors sujet, mais j'ai fait une formation où ta voix a résonné plusieurs fois, parce qu'en fait je prenais comme exemple l'amélioration du podcast et comment nettoyer, et à chaque fois en fait on entendait ton bonjour qui est quasiment le même que tu viens de nous faire, ce qui est extraordinaire. Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec notre podcast. Je suis constante. Bonjour. Mais tu n'es pas seule parce que tu es avec Alexia. Alexia, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça varie, moi, ou pas ? Mais bonjour. Toi, il varie plus, mais du coup, tu nous as fait une Mathilde. Parce que ça ressemblait un petit peu à... C'était bonjour. Pas mal. Je déteins sur toi. Tu déteins sur moi. Comment allez-vous toutes les deux ? Ça va très bien. Ouais, très ça contente va, de super. revenir pour un nouvel épisode. Mais moi aussi, je suis très très content qu'on soit là, surtout que là, paradoxalement, on sort un petit peu du cadre de la préhistoire, même si on y reste comme d'habitude, mais parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu d'actualité. Comment on en est arrivé là ? Et alors, les gens ont déjà lu la vignette, tout, mais de quoi on parle ? Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'archéologie. Alors, on va pas rentrer dans les détails hyper techniques, hyper spécifiques. Donc, bon, il y a des choses, c'est pas à prendre pour argent comptant de but en blanc tout ce qu'on va dire, parce que chaque fouille, chaque terrain va avoir ses spécificités. Mais on s'est dit que c'était peut-être intéressant de vous expliquer un peu les dessous de l'archéologie, car effectivement, dernièrement, il y a eu les propos de la ministre de la Culture qui indiquait notamment que les archéologues creusaient des trous pour creuser des trous. Donc, on va vous expliquer que nous ne sommes pas des animaux fouisseurs. En tout cas, pas que ça. Madame Rachida Dati pour la nommer. Alors pour commencer ce podcast, moi j'aimerais bien vous poser une question qui va probablement vous sembler bête, mais qui me semble important pour nos auditeurs et auditrices. C'est quoi l'archéologie ? Alors, l'archéologie, c'est une discipline scientifique. C'est celle qui étudie les traces laissées par les femmes et les hommes qui nous ont précédés, et ce, afin de reconstituer leur mode de vie, leur organisation sociale, mais également l'environnement dans lequel ils ont évolué. La part un peu de l'environnement est souvent oubliée dans l'archéologie, mais les études environnementales, paléo-environnementales plutôt, sont quand même aussi importantes. On cherche quand même à reconstituer les habitats, l'environnement et comment ces derniers ont évolué. Oui, et on n'y pense pas obligatoirement, mais l'archéologie, elle peut être sous-marine. Voilà, ça on en entend moins parler, mais c'est pas que sur la Terre. Donc déjà, nous ne sommes pas que des animaux fouisseurs. On peut aussi faire la baleine de temps en temps. On est des animaux plongeurs aussi. Non, mais là, c'est un... Mais oui, enfin, maintenant que tu le dis, oui, ça semble logique, oui. Mais comment ça se passe pour les fouilles sous-marines ? C'est toute une organisation, d'ailleurs c'est une direction particulière, ça va être la direction des recherches archéologiques en milieu sous-marin, la DRASM. C'est un département particulier et là ça nécessite toute une logistique, notamment au niveau, il faut savoir plonger. On a des archéologues qui sont formés pour pouvoir plonger, c'est toute une formation et du coup c'est aussi une logistique où il faut un bateau parfois pour se rendre sur les sites, etc. C'est assez impressionnant du point de vue organisation, mais malheureusement on en parle moins souvent. Oui. Parce qu'en fait, c'est effectivement, quand moi tu me parles d'archéologie, c'est pas du tout l'image qui me vient. Et là, maintenant que tu me dis ça, j'imagine effectivement le côté logistique, c'est-à-dire effectivement le bateau pour pouvoir t'acheminer, et quelqu'un qui sait plonger, quelqu'un qui connaît le métier de l'archéologie dans le milieu aquatique, quelqu'un qui va savoir où et avec quel outil récupérer l'info. Là, rien que d'en parler, en fait, ça me semble assez abyssal. Et je sais que vous avez déjà répondu à cette question dans un autre podcast, mais juste pour nos auditeurs et auditrices, j'ai quand même envie de vous la reposer. Vous avez déjà fait vous-même des fouilles ? Toutes les deux. Oui, bien sûr. Oui. Alors après, fouille, c'est très très large. Là, on parlait d'archéologie sous-marine, ça on n'a jamais fait nous. Il y a aussi tout ce qui est archéologie du bâti. On a tendance à imaginer que l'archéologie, c'est des choses qui sont enfouies sous la terre, parce que ça a été détruit par des phénomènes naturels. Donc du coup, on doit creuser pour déterrer les vestiges. Mais en fait, il y a aussi tous les édifices qui se sont conservés en élévation. Vous en connaissez tous, par exemple les églises, les cathédrales. On peut très bien faire de l'archéologie, ce qu'on appelle du coup du bâti dessus, et où là, on n'a pas obligatoirement besoin de creuser dans le sol, parce qu'on a toujours une élévation de ce vestige. Voilà. Et ça, on n'a pas fait non plus avec Mathilde.
Mais alors, bon, ça semble logique de par ce que tu viens de dire, mais j'ai quand même là aussi naïvement envie de poser la question, ça sert à quoi de faire des fouilles archéologiques? Puisque, a priori, notre ministre de la Culture, en tout cas il y a quelques temps, se posait elle-même la question. Ça sert à plein de choses. Déjà, la conservation de toutes les choses du passé. Quand on a les choses qui sont enfouies sous terre, si on fait une construction, potentiellement, ça peut les détruire. C'est pas toujours le cas. On va en revenir, on va vous expliquer un petit peu comment on sait, comment on fait, quand est-ce qu'on fouille ou non. Mais voilà, le risque, si je construis demain un bâtiment sans avoir fait de fouilles archéologiques, c'est de détruire des choses. Et il faut bien penser qu'en archéologie, en général, c'est pas le vestige le plus important, ça va être le contexte de ce vestige. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même quand j'étais en fouille, où des personnes venaient, par exemple, avec une cuillère en bronze, me disaient « Ah, j'ai trouvé ça dans une rivière, vous en pensez quoi ?» C'est une cuillère en bronze. Voilà, globalement, je peux pas en dire grand-chose. Le contexte est extrêmement important en archéologie. Donc, faut pas se dire « Ah oui, il suffit de creuser des trous et de récupérer les vestiges, et puis voilà, ça prend 2 secondes, on fait un gros trou, on récupère tout. » Non, c'est minutieux, et c'est des choses qui sont faites étape par étape pour conserver l'histoire et comprendre les différentes strates, etc. etc. Je proposerai d'ailleurs à nos auditeurs et auditrices d'écouter nos précédents épisodes, parce que vous aviez déjà eu l'occasion d'expliquer justement avec les fouilles en carré comment on contextualise l'endroit où ça se passe et être certain justement de ne pas déplacer ce qu'il y a autour. Mais je t'ai coupé la parole, tu allais dire un truc, Mathilde. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alexa, que justement, on disait au début que l'archéologie c'est une discipline scientifique, donc il y a une méthode scientifique qui est derrière, pour appuyer sur le fait de ce qu'Alexia disait, que nous on peut pas juste ramasser les objets comme ça, et effectivement on fait des carrés de fouilles et on va, surtout pour les périodes de la préhistoire, au millimètre près, on descend au fur et à mesure, et on utilise maintenant aussi toutes les méthodes qui va être de reconstruction 3D, de photographie, de scan des sites. On a maintenant le lidar aussi qui nous aide, en fait ça nous permet de faire une topographie aérienne des sites, et voilà, maintenant on utilise tout l'arsenal qui est à notre disposition de moyens scientifiques. Et juste pour finir, l'archéologie c'est d'autant plus important pour nous en préhistoire parce qu'on n'a pas de traces écrites. Donc pour nous, aller fouiller les sites, pouvoir récolter des données et les vestiges archéologiques, en fait pour nous, s'il n'y a pas ça, nous la préhistoire elle n'existe plus en fait. On n'a pas de données écrites, on n'a pas de données orales qui nous sont transmises. Je précise par rapport à ce que tu viens de dire qu'effectivement, là, Alexia parlait de contexte juste avant. Quand tu as une source écrite ou davantage, c'est qu'effectivement, tu as des gens qui vont éventuellement, même si c'est avec leur vision du monde, expliquer quelque chose qui te permet effectivement de contextualiser ce qui se passe. Là, effectivement, si tu le disais, voilà, on a trouvé une cuillère en bronze, super. Ok, merci. C'est cool. Elle est très belle. Et je compléterai en disant, attention, les opérations archéologiques, c'est pas obligatoirement la fouille. On a plein de choses qui peuvent rentrer dans le cadre d'une opération archéologique. On va avoir les sondages. D'accord. Où là, on va ouvrir des petites fenêtres de fouille. C'est des godets mécaniques. Donc, on va ouvrir des fenêtres de fouille, ce qu'on appelle dans le sol, pour regarder un petit peu ce qu'il y a avant éventuellement de faire une fouille. On va avoir aussi tout ce qui est prospection. Ça, je peux en parler parce que moi, j'en ai fait pour le coup des prospections. Ça m'intéresse. C'est un peu la chasse au trésor, les prospections. Alors moi, c'était dans un contexte très particulier. C'est quand j'ai travaillé sur la grotte de Lascaux et on essayait de savoir l'origine des matières colorantes qui avaient été utilisées au sein de la grotte, parce qu'on a retrouvé énormément de blocs colorants dans la grotte. Okay. Et grâce aux analyses physico-chimiques, on espérait en fait pouvoir dire ce bloc qu'on a retrouvé au sein de la grotte, il vient de tel endroit. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de retracer les chaînes d'approvisionnement, l'organisation socio-économique du groupe. Et on revient à l'histoire du contexte. Et en fait, on était partis en Dordogne et puis on se promenait en Dordogne autour de la grotte en enregistrant des points GPS et en fait en essayant d'aller chercher des gîtes de matières colorantes, donc l'ocre ou le manganèse, parce qu'en Dordogne il y a beaucoup de manganèse. Et donc voilà, on allait un peu partout, souvent dans des endroits peu praticables. On a découvert des petits endroits cachés. On a trouvé aussi des peintures dedans qui n'étaient pas référencées. Donc c'était sympa. Et voilà, en fait, on prenait les prélèvements, on enregistrait un point GPS et après quand on est de retour en labo, on fait les analyses physico-chimiques. Et donc ça, typiquement, c'est de la prospection. Vous allez quelque part et vous allez voir ce que vous trouvez et vous enregistrez, et potentiellement ça donne des données pour revenir plus tard et avec un projet qui serait peut-être plus construit de vraies fouilles si vraiment on a découvert quelque chose qui en valait le coup, etc. Et je ne crois pas dire de bêtises, il me semble avoir compris ça lors d'un de nos derniers podcasts, mais aujourd'hui on a des données GPS effectivement qui donnent le lieu, mais également la profondeur, si je ne dis pas de bêtises maintenant, où tu peux avoir... C'est bien ça. Oui, c'est quadrillé en X, Y et Z. D'accord. En fait.
Donc tout est géoréférencé de cette manière-là. Quand on est sur une fouille, je vais prendre l'exemple d'une fouille en préhistoire, on a effectivement nos carrés de fouille, mais à l'intérieur de ces carrés de fouille, on va avoir nos objets. Et les gros objets, parce que les petits, en général, on les a pas obligatoirement vus. S'ils font moins d'1 centimètre, ça arrive que ça parte et que c'est au tamisage qu'on les retrouve. Mais les gros objets, on va effectivement, chaque objet que l'on retrouve, le géoréférencer. On va prendre ses points, ses coordonnées. On va même les dessiner. Sur du papier millimétré. Et on va aussi faire, comme le disait Mathilde, souvent des photos, voire de la photogrammétrie qui permet derrière de refaire de la constitution en 3D. Donc autant vous dire qu'on fait très attention, nous, à nos contextes. On y va vraiment très doucement et on enregistre l'information de plusieurs manières différentes. Photos, dessins, coordonnées GPS, parce que c'est vraiment le contexte. Et on insiste vraiment là-dessus. On reviendra plus tard pour les détectoristes, etc. Mais si on n'a pas de contexte, ça ne sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. On peut rien faire. On peut rien en faire. Et quand on a les détectoristes qui sont très fiers d'eux parce qu'ils disent qu'ils aident à l'archéologie, parce qu'ils retrouvent des objets, ils savent pas faire une fouille, ils savent pas fouiller, ils savent pas descendre. Donc non, ils aident pas du tout. Moi, là, ce qui m'impressionne dans ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est l'aspect, c'est la minutie, en fait, qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir faire ça correctement. Alors, du coup, comment ça fonctionne l'archéologie en France? Parce que là, je sais que forcément, il y a un système international où tout le monde, entre guillemets, se connaît plus ou moins. Mais pour vous connaître maintenant un petit peu et bosser avec vous depuis déjà plusieurs mois, je sais que même d'une fouille à l'autre, et tu l'as redit tout à l'heure, toutes les techniques ne sont pas forcément exactement les mêmes avec les mêmes outils. Mais du coup, ça fonctionne comment? Alors, en France, il y a 2 grands types d'archéologie déjà. Il y a l'archéologie programmée, il y a l'archéologie préventive. Et l'archéologie préventive, alors les deux sont définis dans le Code du patrimoine, mais l'archéologie préventive, c'est vraiment l'archéologie qui va viser à protéger et détecter le patrimoine archéologique qui serait susceptible d'être endommagé et ou détruit suite à des travaux d'aménagement. Donc l'archéologie préventive, voilà, c'est vraiment dans ce contexte particulier. Je tiens quand même à souligner, je pense qu'on reviendra dessus plus tard, mais que dans le Code du patrimoine, l'archéologie préventive est bien définie comme étant une mission de service public. Et tu viens de faire cette précision parce que notre ministre de la Culture, c'était un petit peu... Alors, c'est pas du tout pour troller, mais j'avoue que quand je l'ai entendu parler, ça m'a un petit peu hérissé les poils, je ne vous le cacherai pas. Nous aussi, et c'est pour ça qu'on a décidé de modifier notre planning pour faire cet épisode, parce qu'on s'est dit que c'était l'occasion et c'est quand même important. Et donc l'archéologie préventive, voilà, elle prend place si vous avez un projet de construction, par exemple, pour un supermarché, vous devez soumettre déjà le projet. Généralement, c'est à la préfecture dans laquelle vous dépendez. Le préfet va décider ou pas de demander un diagnostic archéologique. Alors, il y a plein de critères différents, mais imaginons que c'est une grande surface de plus de 10 000 m². Dans ces cas-là, c'est automatique. Il doit y avoir un diagnostic qui doit être prévu. Et le diagnostic archéologique, c'est un peu comme disait Alexia tout à l'heure pour les sondages. En fait, on va essayer de voir par prospection et sondage afin de savoir s'il y a des vestiges archéologiques ou non sur le terrain et si ces derniers méritent, entre guillemets, des fouilles plus approfondies. Une fois que ce dernier est fait, une fois que le diagnostic est fait, il y a un rapport qui est donné par l'organisme qui a fait le diagnostic. Alors, ça peut être des établissements privés qui font le diagnostic, qui doivent être habilités par l'État quand même, mais il y a aussi beaucoup l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui fait énormément de diagnostics. Si le rapport montre qu'effectivement il y a des vestiges archéologiques qui ont un intérêt scientifique important, il y a des fouilles préventives qui peuvent être prescrites dans ces cas-là, à savoir que ces fouilles préventives doivent être financées par l'aménageur, donc par la personne qui porte le projet. Et du coup, sauf erreur de ma part, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un pourcentage par rapport au prix du... oui, c'est un pourcentage, en sachant que le ministère de la Culture peut aussi donner des aides de financement pour les fouilles, puisque ces dernières, parfois, ça va dépendre du site, mais peuvent être parfois... plus ou moins longues, en sachant quand même que l'archéologie préventive, les archéologues qui font ça travaillent quand même dans des conditions difficiles, parce que souvent, ils ont
déjà très peu de moyens, mais aussi très peu de temps parce que y a toutes les pressions économiques derrière pour que les travaux reprennent. Donc ça peut être vraiment des fouilles en 3 semaines, ça doit être fini, quoi. Donc vous êtes sur le site du matin au soir. Et je précise que c'est un fonds spécial qui est dédié, on ne va pas prendre de l'argent ailleurs. Ça s'appelle la FNAP. Donc c'est le Fonds national pour l'archéologie préventive. D'accord. Voilà. Et pour vous donner quelques chiffres, sur par exemple 2023, on a eu 3484 diagnostics qui ont été prescrits pour finalement une prescription de fouille de 786. D'accord. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas parce que la fouille est prescrite qu'elle va avoir lieu, parce que les aménageurs peuvent très bien dire moi je vais changer mes plans de construction parce que effectivement là vous avez rien, vous êtes d'accord sur ce parti, je vais plutôt modifier mon plan pour ne pas avoir à faire la fouille. Ou alors des fois ils abandonnent aussi en disant non, en fait je vais aller plutôt sur le terrain qui est à côté, j'hésitais entre 2 terrains. Voilà, ça me permet de décider. Mais alors si jamais ils changent de terrain, est-ce que ça annule la fouille préventive ou ça la décale ? Non, en fait, on enregistre. Alors, ça dépend encore plein d'autres choses. Je vais simplifier, mais globalement, après, on sait juste qu'à cet endroit-là, il y a des choses archéologiques, il y a des vestiges archéologiques, mais la fouille n'aura en général pas lieu du coup. Ça pourra faire éventuellement le cadre d'une fouille programmée, donc l'autre type de fouille, où là, ça va être un projet scientifique. Par exemple, des scientifiques ont un projet scientifique parce qu'ils savent qu'à un endroit, il y a des vestiges archéologiques, ou en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait des vestiges archéologiques. Ils peuvent le savoir parce qu'il y avait un terrain où il y avait un aménageur, il y avait eu un diagnostic dessus. C'est le cas d'une des fouilles auxquelles j'ai participé, qui est une fouille à Noisy-le-Grand, qui s'appelle, qui est le site des Mastrets, où c'est une immense nécropole mérovingienne et carolingienne. L'aménageur a construit sur une grande partie, et il y avait encore 2 parties qui n'avaient pas été fouillées dans le cadre de la construction. Et nous, on les a fouillées après, derrière, en fouille programmée. Et donc là, cette fois-ci, il faut trouver des subventions diverses et variées pour pouvoir subventionner du coup cette fouille, parce que, comme on l'a dit, ça coûte de l'argent. On fouillait un mois, enfin on fouille toujours d'ailleurs, parce qu'il y a encore, je crois que c'est la dernière année, en général c'est prescrit pour 3 ans, une fouille programmée, et ça dure à peu près 1 mois chaque année. Et au bout de ces 3 ans, il faut faire un rapport et voir si effectivement on continue ou si on arrête en fonction de ce qui a été découvert ou non. Donc à chaque fois, tu es obligé donc tu t'arrêtes, tu fais le point sur ce qui a été fait, sur ce qui a été éventuellement trouvé ou pas, et le cas échéant, des fois tu es obligé d'abandonner quelque chose qui pourtant est prometteur, si je te suis bien. Oui. Ouais. Si en fait, généralement, ce sont les DRAC et les services régionaux d'archéologie après qui récupèrent les rapports et qui décident si effectivement ça vaut la peine, entre guillemets, ou pas. Donc, si vous n'avez plus de financement, si vous perdez votre financement pour une raison X ou Y, Ce qu'on voit des fois dans des films où on voit des gens qui font des fouilles et on leur dit non, là ça y est, on arrête, c'est le financement qui, donc on voit les héros dépités parce que on remet une bâche sur ce qu'on avait fait et puis on espère pouvoir y revenir quelques temps après. Ok. Et pour donner donc un dernier chiffre, en fait, la proportion des dossiers d'aménagement qu'on reçoit versus ceux qui font l'objet d'une prescription vraiment de fouille préventive, finalement on est pour 2023 à moins de 2%, on est à 1,74%. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup pas tant de que ça, place. non. Ce qui est que dalle. Ce qui est que dalle. Non, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais j'avais vu passer des chiffres, effectivement. C'est Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene qui avait eu l'occasion de faire une très chouette vidéo en réponse justement à notre ministre de la Culture, qui du coup n'avait pas, en tout cas, la culture de l'archéologie. Et ce n'est évidemment pas un troll. Mais si moi, parce que ce que vous êtes en train de dire, je trouve ça super intéressant. Si moi j'ai envie de devenir archéologue, comment on fait ? Si j'ai envie de me mettre à creuser aussi, pareil, de faire si des tu veux fouilles, devenir un animal fouisseur. Alors, pour devenir archéologue, on va dire qu'il n'y a pas de... même si... Enfin, il n'y a pas de carte de menu spécifique. En général, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes vont faire une licence, ce qui peut être scientifique, même pas obligatoirement en archéologie. Pour la plupart, font une licence archéologie, histoire de l'art, avec une spécialisation en archéologie. D'accord. Pendant cette licence, ils commencent à faire des fouilles. Donc ça, vous, moi, nous, tout le monde peut participer à des fouilles comme bénévole. Vous allez sur le site du ministère de la Culture. Vous avez, alors en général, c'est en mars, avril, qui commencent à publier les sites de fouilles qui vont chercher des bénévoles pour pouvoir venir fouiller. Donc, vous fouillez.
souvent, vous avez des UE qui sont notés par rapport à ça. Et derrière, vous faites un master. Alors, il y a 2 grands types de master, on va dire. Il y a le master de recherche, quand plutôt on a envie derrière de partir sur un doctorat, etc. Et le master vraiment plus professionnel qui nous permet de se professionnaliser plus rapidement et de manière plus poussée en archéologie, parce que là, effectivement, on fouille énormément. On doit fouiller sous plein de périodes différentes, plein de types de sites différents, etc. Ça, c'est la voie, on va dire, la plus commune. Après, si vous traînez un petit peu dans les labos avec les archéologues, etc., et que vous leur demandez à chacun d'où ils viennent, vous avez toutes sortes de parcours, de profils, etc. Là, ce que je vous décris, c'est, je ne dirais pas la voie royale, mais en tout cas, c'est la voie la plus commune. Voilà. Vous avez majoritairement des personnes qui ont suivi ce parcours-là, ce qui est notre cas aussi, d'ailleurs, avec Mathilde, plus ou moins. Mathilde a fait une école d'ingénieur avant, en génie biologique et chimique. Elle a fait également une L3 en histoire, parce qu'elle s'ennuyait un peu, vous savez, en école d'ingénieur. Désolée Mathilde. C'était passé. C'était passé. Mes journées ne font que 16 heures, je m'ennuie. Et derrière, et moi j'ai fait, par contre, de mon côté, j'ai fait 2 licences. J'ai fait une licence en anthropologie sociale et ethnologie. Toi aussi, tu t'ennuyais. C'est mérité. Le retour de bâton est mérité. Et une licence en archéologie, histoire de l'art. Et on s'est toutes les deux finalement retrouvées dans le même master en préhistoire. Donc vous voyez, j'avais presque envie de dire toutes les routes mènent à Rome, mais si c'est ce que vous voulez faire, il y a plein de manières de le faire. Voilà. Mais pour être sûr d'avoir bien compris, parce que là tu sous-entends qu'en fait on n'est même pas obligé de se lancer dans des études pour faire des fouilles, si je suis bien. Alors comment ça se passe si jamais tu arrives comme ça en tant que bénévole? Je suppose quand même que tu as une micro-formation, parce que sinon tu peux tout détruire sans faire exprès. Oui, alors déjà on accepte les bénévoles, ça va dépendre aussi de la sensibilité des sites. Les sites très sensibles, par exemple, je sais pas, vous découvrez un gisement d'hominine qui date d'il y a 3 millions d'années. Tu fais pas venir des bénévoles. Voilà, ils vont pas faire venir des bénévoles, ils vont faire venir que des professionnels, voilà, qui savent ce qu'ils font. Bonjour, je suis Sophie, 4 ans et demi, je vais vous aider à faire des fouilles. Donc ça dépend quand même de ça. Mais après, effectivement, si vous arrivez sur un site qui accepte les bénévoles, ou généralement on vous met de pair avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience, et comme ça il va pouvoir vous guider les premiers jours pour vous montrer voilà, ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des différentes spécialités dans le domaine de l'archéologie? Oui. Pléthore. Il y en a énormément. On peut. Déjà, j'adore ces questions totalement ouvertes où je me dis, non, ça va y en avoir quelques-unes, mais il y en a plein, Seb. Oui, parce que déjà, en général, on a des sensibilités à des périodes. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y en a plutôt qui vont fouiller sur de la préhistoire, d'autres plutôt sur du médiéval. Et au sein même des périodes, on va avoir des spécialités. Il y en a, ils vont être plutôt, par exemple, pour la préhistoire, lithiciens, ils vont plutôt s'intéresser aux cailloux. Aux pierres taillées, on dit. Aux outils lithiques. Aux outils lithiques. Ils vont s'intéresser plutôt aux outils lithiques. Et en général, à certains types même d'outils lithiques, et certaines périodes sur les outils lithiques, même des fois certains matériaux, par exemple, ils vont se spécialiser sur le quartz, n'importe quoi. Même chez les spécialistes, tu as des niches. Il y a des spécialistes, des spécialistes. Parmi les spécialistes, il y a l'archéozoologie aussi, qui est souvent assez connue. Ce sont ceux qui étudient la faune, tout ce qui est ossements, et c'est pareil, ils ont tendance aussi à se spécialiser entre la microfaune, par exemple, ou la macrofaune, etc. C'est pas la même chose. Et en fait, on en profite pour rappeler que dans la faune préhistorique, il n'y avait pas de dinosaures. Ouais, il n'y avait pas de dinosaures non plus. Oui, vas-y. J'allais juste dire, non, il n'y a pas de dinosaures à la préhistoire. On le redit. Voilà. Cette spécialisation extrême, en fait, qui est quasi extrême, elle est nécessaire parce que, en fait, quand vous arrivez sur des périodes comme ça, très anciennes, vous êtes obligé d'avoir des spécialistes de haut niveau pour pouvoir tirer la moindre information de la moindre chose. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, ils vont retrouver une vertèbre d'un rongeur de je sais pas quoi, ils vont être capables de vous dire c'est quelle espèce. Du coup, par exemple, ça peut être daté à peu près ça parce qu'on sait que cette espèce, par biochronologie, elle a vécu cette période, etc. Et en fait, c'est nécessaire d'avoir ces spécialisations poussées parce que, dans des périodes comme la préhistoire, comme on n'a que les vestiges, il faut qu'on ait vraiment des personnes ultra spécialisées qui soient capables de nous donner les informations nécessaires. En fait, finalement, au niveau de l'archéologie, on voit pas mal de points communs avec les personnes qui font de l'astronomie, finalement, parce qu'il y a vraiment des spécialistes poussés à très haut niveau, et à côté de ça, des fois, tu as des découvertes qui sont faites par monsieur et madame tout le monde parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, avec à noter le truc en disant
tiens, ça me semble bizarre qu'il y ait ça, et qui demande un spécialiste et qui regarde et qui fait ah oui, effectivement, là, il y a peut-être quelque chose. Et c'est analysé après par d'autres spécialistes et il y a un système où chacun contredit en disant bah non, c'est peut-être ça. Donc en fait, on a pas mal de points communs finalement dans la méthode là. Bah oui, par exemple, les grottes ornées, il y en a beaucoup qui ont été découvertes de manière fortuite. C'est génial ça. Et voilà, dans l'histoire de l'archéologie, oui, on a plein d'exemples comme ça. Voilà. Mais encore une fois, et on va dire que je vais me faire des ennemis avec ce podcast, mais les détectoristes, c'est un petit peu en général leur... Pardon, c'est vrai, moi c'est un terme que je connaissais déjà, donc j'ai pas posé la question, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, même si on le sous-entend dans le mot, mais c'est quoi un détectoriste ? C'est les personnes qui utilisent un détecteur de métaux pour détecter des choses dans le sol et qui ensuite vont chercher à les extraire du sol. Et sans contexte, sans... Oui, sans voilà. contexte, oui. Il faut savoir que c'est interdit par la loi, sauf si on a effectivement des autorisations préalables. Donc ça, on ne le rappellera jamais assez. Mais souvent, leur principal argument, c'est de toute façon, les archéologues, vous ne pouvez pas tout fouiller. Vous avez aussi besoin de nous pour savoir quels endroits ou quels sites peuvent être intéressants. Alors, effectivement, on ne peut pas tout fouiller. Il y a énormément de sites, on le sait déjà, qui sont intéressants et pour l'instant, on préfère les laisser sous terre plutôt que de les abîmer pour rien en se disant, bon, on va se précipiter, on va aller chercher les choses. Donc, des fois, ils ont l'impression en se disant, on a découvert un truc. Bah non, nous, en fait, ça fait très longtemps qu'on le sait que c'est là et on le laissait bien au chaud spécifiquement. Et encore une fois, on va nous sortir des fois des choses très importantes de leur contexte. Donc, eux, ils ont l'impression d'avoir fait une grande découverte. Ils vont dire, ah, mais regardez, j'ai découvert une monnaie ou je sais pas. Et nous, on dit, bah, c'est cool, mais on ne peut rien en faire, on ne peut rien en dire. Donc, oui, surtout si c'est sorti, là encore une fois de plus, voilà. On répète du contexte. Au moins, l'avantage pour la préhistoire, c'est que nous, c'est difficile d'aller nous sortir des choses, parce qu'il n'y avait pas de métaux, donc pour une fois, c'est un avantage. C'est vrai qu'on a un avantage avec la préhistoire. Donc mais tu veux dire qu'il n'y avait pas d'os en adamantium à la préhistoire? Bah, pas de connus, en tout cas. On ne les a pas encore trouvés. Et ce n'est pas pour inciter les détectoristes à les chercher. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à trouver, laissez-nous tranquilles. Non mais voilà, je sais que ce sont des gens parfois j'imagine de bonne foi, qui eux ont l'impression de faire avancer la science, la recherche, qui eux se disent non mais je suis passionné, je suis un passionné, etc. Mais si vous êtes passionné, il n'y a pas de souci, il y a plein de sites où on cherche des bénévoles pour fouiller, donc allez fouiller et ça leur permettra peut-être de comprendre pourquoi finalement le détecteur de métaux mal utilisé et utilisé par monsieur et madame tout le monde, ce qui est encore une fois interdit sans autorisation préalable, non, ça n'aide pas à faire avancer la science. Non, mais c'est important de le préciser là. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce qu'on est en train de dire ici, mais t'expliques qu'il y a un contexte et que si jamais ton souhait c'est vraiment d'aider, il y a vraiment moyen de le faire. Et au contraire, on cherche des gens, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, donc ça c'est important. D'ailleurs, je le précise ici, mais ceux qui ont eu l'occasion de communiquer avec nous le savent, mais on répond à toutes les questions. Donc si jamais à un moment donné vous avez des choses à demander, n'hésitez pas à utiliser notre adresse, à savoir silex@prehistorytravel.com et on répond à toutes les questions, même celle-ci. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre émission et je ne peux pas m'empêcher, parce que je dirais ce que j'en pense moi, mais quand même de vous poser cette question un petit peu polémique. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Rachida Dati, donc notre ministre de la Culture actuelle ? Alors, on va peut-être rappeler déjà le contexte. Ouais. Alors, c'est à l'occasion d'une visite sur le chantier de restauration du château de Dampierre, qui est dans les Yvelines, que notre ministre de la Culture a déclaré des choses quand même assez plus ou moins brutales ce 4 avril 2024. Alors moi, j'aurais dit plus. Oui, on peut carrément dire. Enfin, moi, je les trouve méprisants et réducteurs aussi pour la discipline. Et clairement, quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Qui ne connaît pas le métier. C'est une évidence. En fait, elle a annoncé qu'elle souhaiterait mettre en place une nouvelle législation plus adaptée afin de permettre de simplifier les protocoles et d'adapter les normes en archéologie préventive, notamment parce qu'elle estime qu'il ne faut pas faire des fouilles pour se faire plaisir et qu'elle préfère mettre de l'argent dans la restauration du patrimoine plutôt que de creuser un trou pour un trou. Voilà, c'est sur ce terme exact. C'est cette dernière phrase qui est quand même, ma foi, assez exceptionnelle venant d'une ministre de la Culture, parce que c'est quand même écrit sur le site du ministère, on a été voir, mais les vestiges de notre passé sont fragiles. L'action du ministère de la Culture a pour objectif de protéger, d'étudier et de mettre en valeur le patrimoine archéologique. Je précise quand même qu'elle s'est pris un shitstorm derrière et qu'elle a freiné des cas de fer pour repartir en arrière. Le 19 avril, voilà, ce 19 avril, pour continuer la petite histoire, elle était en visite à Notre-Dame de Paris qui, pour sa reconstruction, a été fouillée. Du coup, ils en ont profité
profiter pour faire des fouilles qui n'avaient pas été faites avant. Et il y a apparemment plein de choses extraordinaires qui ont été découvertes. Et elle est revenue un petit peu en arrière. Elle a affirmé que voilà, la loi encadrant les fouilles d'archéologie préventive ne sera pas modifiée et qu'on faisait un travail très important quand même. Oui, sur son Instagram, vous pouvez même lire « L'excellence scientifique de nos archéologues fait la fierté de notre pays ». Voilà. Et heureusement que l'hypocrisie ne tue pas, parce que... Ah bah là, le retournement de veste rapide, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si on lui a tiré les oreilles ou si juste elle a ouvert le code du patrimoine entre-temps. Oui, elle a peut-être été lire le site du ministère de la Culture aussi. Peut-être qu'elle a découvert. Mais il est pas impossible aussi que la notoriété de certains youtubeurs ou podcasteurs ait joué sur... parce qu'effectivement, il y a quand même eu pas mal de réactions au sein des syndicats du monde de l'archéologie, des grands noms, comme par exemple Jean-Paul Demoule, qui est un grand nom de l'archéologie en France, qui avait mis en place aussi, je sais pas, une espèce de pétition, je sais plus exactement, mais qui a récupéré des signatures. Il y a eu pas mal de youtubeurs. Tout à l'heure, on parlait de Nota Bene qui a fait une excellente réponse. Ça a quand même fait un tollé dans le monde de l'archéologie. Et pas que, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas archéologues, qui n'ont pas trop compris non plus d'où ça venait. Et voilà, c'est quand même une vision qui est très réductrice de l'archéologie. Et pour moi, ça prouve bien qu'en fait, elle ne connaît pas ce métier, elle ne connaît pas ses missions. Voilà, on va pas creuser juste pour creuser. Franchement, on a d'autres choses à faire. Pour le coup. Mais j'ai eu l'impression d'entendre le ministre de la Santé qui disait on va pas faire une piqûre pour faire une piqûre. C'est un peu l'impression que ça me faisait, quoi. Oui, non, mais voilà. Et comme Alexa tout à l'heure donnait des chiffres, c'est très peu. Le pourcentage, il est très faible. Donc vraiment, ça prouve bien qu'on n'y va pas juste parce qu'on a envie de prendre une pelle et d'aller creuser, de se faire plaisir. Oui. Enfin, je veux dire, et surtout que si on fait pas ces fouilles, c'est un patrimoine qui est perdu. Définitivement, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc, oui, je précise qu'effectivement, si on construit un immeuble sur un lieu où il y a quelque chose à récupérer et que l'immeuble est construit, après, c'est fini. Il est construit, l'immeuble, voilà. Ça y est, Et voilà. Donc, en plus, l'archéologie, je pense que c'est déjà un champ disciplinaire qui se porte pas très bien. Enfin, on va pas se mentir, du point de vue des financements, ça commence vraiment à devenir limite. Et les archéologues, la plupart du temps, sont des gens passionnés qui acceptent de travailler et de se battre contre vent et marée et parfois pour des rémunérations assez faibles. Et autant ils se battent quotidiennement pour ça, pour avoir les financements, mais autant c'est la première fois que je vois la ministre de la Culture elle-même remettre en cause la légitimité même des archéologues. Mais alors là, on sort du cadre de la préhistoire, mais malheureusement, tout cadre confondu, que ce soit dans le domaine culturel ou des choses qui semblent importantes, on a un petit peu l'impression que tout partout, c'est comme si tout d'un coup, il n'y avait plus cette valeur de tout ce qui était fait par les multiples équipes dans tous les domaines. Et c'est vrai que cet aspect-là de l'évolution de notre système est assez compliqué et un peu effrayant. La recherche prend cher. Oui. Et voilà, et comme le disait Mathilde, et comme je le rappelle, parce que mesdames, messieurs, les auditeurs, auditrices, vous avez peut-être pas bien entendu, mais sur les dossiers d'aménagement, il y a moins de 8% qui font l'objet de la prescription d'un diagnostic. Moins de 8%. Donc je ne pense pas que ce soit les archéologues qui freinent la construction des bâtiments en France. Voilà. Pour donner mon avis. Non, mais voilà. Merci de le donner de manière aussi franche et voilà, je pense qu'on a on le savait en off parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter avant l'émission. On était déjà tous les trois d'accord là-dessus, mais ça semblait important de profiter effectivement des propos de Madame Rachida Dati pour réexpliquer aussi à quoi ça sert l'archéologie et comme l'a très bien formulé Mathilde tout à l'heure, voilà, on ne creuse pas pour creuser. Ce n'est pas du tout le propos. Mesdames, déjà un énorme merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Où est-ce qu'on peut nous retrouver sur Internet ? Partout. Partout, on est partout. On est même sur Mastodon maintenant. C'est fou. C'est fou, hein. Et en plus, c'est rigolo parce qu'il y a un petit décalage, parce qu'il y a des émissions qu'on a enregistrées avant et on dit qu'on n'est pas encore dessus, alors que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on était dessus, parce que du coup, directement, c'est le premier truc que tu as fait, Alexia, quand on a parlé de Mastodon, on a fait, oui, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas préhistorique sur Mastodon. Il y a un truc qui n'est pas logique. Donc même là, effectivement... On a cassé le quatrième mur. On a cassé le quatrième mur, définitivement. Mais oui, non, vous pouvez nous retrouver sur YouTube,
pour les podcasts sur toutes les bonnes applis de podcasts. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Je me prends pour TMDJC, regardez. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. C'est grâce à ça qu'on est mieux référencé. Merci à tous pour ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires. Déjà, ça nous réchauffe le cœur. Oui. Et en plus, ça nous aide également pour le référencement. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur notre site internet Prehistory. Super site internet qui va encore s'améliorer dans les prochains mois. Je veux pas spoiler. Je sais qu'à chaque fois, on me tape sur les doigts. Oui. Ouais, non, mais voilà, Mathilde me fait signe qu'elle va me mettre une claque. Je balance. Mais voilà, notre super site internet. D'ailleurs, on voit d'un œil notre développeur qui est un peu plus loin, qui travaille sur notre site. Lui aussi, il a envie de te mettre une baffe. Tout le monde veut me baffer. Bref, je ne spoil pas. Il va se passer des choses. Mais voilà, sinon, prehistorytravel.com pour le site internet. Ouais, donc j'en profite pour dire que la personne qui est en charge du site internet, c'est Sullivan, qui nous fait gentiment également la voix de l'entrée du podcast. Donc vous l'entendez à chaque émission. Voilà. On a eu l'occasion d'amener d'ailleurs toute la troupe, ou presque, de Préhistorique et de Prehistory Travel à Podren. On fait une petite dédicace aux copains de Podren. Moi, j'ai terminé de dire tout ce que j'avais à dire parce que t'as super bien bossé. C'était super cool de me sentir TMDJC un peu. J'adore. Un énorme merci à toutes et tous. Et puis, voilà, tu l'as dit, n'hésitez pas à nous mettre des mots également. Tu parlais des commentaires, mais au-delà même des étoiles, on lit tous les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas. Un énorme merci à tout le monde. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. TMDJC Creations. Prehistorytravel.com. Un podcast du label Podcut.